Ayant une fois fait tomber le monde entier sous son charme avec Hopelessly Devoted to You et le rôle légendaire de Sandy, Olivia Newton-John était plus qu'une icône de la musique. Mais que se cachait derrière ce sourire radieux? Peu de gens savent que son premier fiancé a tenté de se suicider après qu'elle l'ait quitté, que son petit ami de 9 ans a disparu sans laisser de traces lors d'un mystérieux voyage de pêche et pourrait encore être en vie, et qu'elle a lutté contre le cancer en secret pendant des années avant que le monde ne le sache. Les histoires non racontées qui vont être révélées vous montreront une Olivia très différente, ordinaire, profondément humaine et parfois remplie de larmes. Sa vie amoureuse a été marquée par la passion, le chagrin et des mystères qui restent non résolus à ce jour. Cette histoire non racontée changera la façon dont vous vous souvenez d'une véritable légende. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire non racontée sur les stars d'Hollywood. Appuyez sur ce bouton « J'aime » et activez la cloche de notification. Olivia Newton-John est née le 26 septembre 1948 à Cambridge, en Angleterre, dans une famille avec un héritage intellectuel extraordinaire. Son grand-père maternel était Max Born, un physicien lauréat du prix Nobel et ami proche d'Albert Einstein. Son père, Brinley Bryn Newton-John, était un agent du renseignement MI5 qui a travaillé comme déchiffreur pendant la Seconde Guerre mondiale sur le légendaire projet Enigma. Il est ensuite devenu directeur de l'école secondaire pour garçons de Cambridgeshire. Sa mère, Irene Bourne, a créé un environnement qui valorisait l'intellect et la raison. Mais dès son plus jeune âge, Olivia était attirée par le contraire, la scène, les lumières et des émotions qui ne pouvaient ne pas être mesurées en degrés. Alors que d'autres enfants hésitaient à trouver leur place, Olivia chantait. Pourtant, paradoxalement, en public, elle était douloureusement timide. Si on me demandait à l'école de me lever et de chanter, j'étais toujours trop timide, a-t-elle admis plus tard. C'est sa sœur aînée Rona qui l'a poussée en avant, inscrivant la jeune Olivia de 12 ans à un concours pour trouver une sosie de la star enfant britannique Hayley Mills. Olivia a gagné, et cette petite victoire lui a donné la confiance dont elle avait besoin. À 14 ans, elle a formé un groupe de filles éphémères, appelé Soulfour, avec 3 camarades de classe. Lorsque sa famille a déménagé en Australie en 1954, alors qu'Olivia n'avait que 5 ans, son père a pris un poste de doyen au Ormond College de l'Université de Melbourne. En tant qu'adolescente, Olivia est apparue dans plusieurs programmes de télévision australiens tels que The Go Show et Time for Terry. Son visage est progressivement devenu familier auprès des jeunes audiences, mais quelque chose en elle restait intrigant et distant. Pas de scandale, pas de déclaration choquante. Le moment décisif est arrivé en 1964, lorsque Olivia, à 16 ans, a remporté un concours de talent appelé Sing Sing Sing, animé par la star australienne Johnny O'Keefe. Le prix était plus qu'un titre, c'était un voyage en Angleterre où la musique pouvait devenir une véritable carrière. Olivia a hésité. Son cœur était toujours en Australie, lié à son premier amour, un jeune acteur nommé Ian Turpie. Les deux s'étaient rencontrés en 1965, en co-vedette dans son premier film, Funny Things Happen Down Under, et leur romance hors écran était douce et innocente. Olivia avait tellement le mal du pays et le cœur brisé qu'elle a une fois essayé de réserver un billet de retour en Australie sans en parler à sa mère. Mais Irène, qui comprenait mieux que quiconque le coût des opportunités manquées, a doucement mais fermement poussé sa fille au-delà de sa zone de confort et a annulé le vol. L'Angleterre n'a pas accueilli Olivia avec gloire. Son premier single pour Decca Records, Till You Say You'll Be Mine, a complètement échoué. Olivia manquait tellement de chez elle qu'elle a failli abandonner. Sa mère est intervenue, refusant de la laisser gâcher cette opportunité. Le tournant est venu lorsque Pat Carroll, une chanteuse australienne, est arrivée au Royaume-Uni. Les deux ont formé un duo charmant, se produisant dans des clubs de nuit à travers l'Europe. Lors d'un incident mémorable, elles ont été réservées aux revues de Paul Raymond, dans le quartier Soho de Londres, complètement inconscientes que c'était un club de striptease, jusqu'à ce qu'elles apparaissent sur scène habillées de manière très correcte, dans des robes à col haut à volant. Olivia et Pat ont été invitées à chanter en arrière-plan sur de nombreux projets, y compris Come In, You'll Get Pneumonia des Easy Beats. Pendant cette période, une romance qui allait presque se terminer en tragédie a commencé à se développer. En 1968, la jeune Olivia de 17 ans se produisait en tant qu'acte de soutien pour le groupe de soutien de Cliff Richard, The Shadows, lorsqu'elle a attiré l'attention de Bruce Welch, le guitariste du groupe et un auteur-compositeur respecté qui avait écrit plusieurs succès numéro 1 au Royaume-Uni.
Bien qu'il soit marié et père d'un fils, le jeune Welch de 24 ans était sous le charme. Il a quitté sa femme Anne et a emménagé dans un appartement à St. John's Wood avec Olivia. Ils se sont fiancés et pendant 5 ans, leur relation semblait solide. Welch a joué un rôle crucial dans le lancement de la carrière internationale d'Olivia. Lui et son collègue membre des Shadows, John Farrar, sont devenus ses producteurs et collaborateurs. Son premier album solo, If Not For You, sorti en 1971, était un pari qui a payé de manière spectaculaire. La reprise de Bob Dylan de la chanson-titre a rapidement grimpé au sommet des charts. Banks of the Ohio a atteint le top 10 au Royaume-Uni et en Australie. Olivia, autrefois la jeune femme hésitante à monter dans un avion, était devenue un nom impossible à ignorer. Le succès a suivi le succès à une vitesse vertigineuse. Elle a été élue meilleure chanteuse britannique par Record Mirror pendant 2 années consécutives. En 1973, Let Me Be There lui a valu un Grammy Award. Elle a même représenté le Royaume-Uni au concours Eurovision de la chanson en 1974, terminant 4e. Mais, sous la surface, la relation d'Olivia avec Welch se fracturait. Après 5 ans ensemble, elle le trouvait de plus en plus contrôlant. La rupture est survenue en 1972, déclenchée en partie par une brève liaison avec le crooner français Sacha Distel. Lorsque Welch a découvert le couple ensemble dans l'appartement d'Olivia, il était inconsolable. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Welch est tombé dans une profonde dépression, a abusé de l'alcool et en juillet 1972 a minutieusement planifié son suicide. Il a dit à ses amis qu'il partait pour le week-end, a annulé ses livraisons de lait et de journaux et a pris une overdose de pilules un dimanche. J'ai dit à tout le monde que je partais pour le week-end et de ne pas s'inquiéter de m'appeler, mais j'ai oublié le laveur de vitres, se souvient-il dans une interview en 2004. Il m'a trouvé le mardi, j'avais pris les pilules le dimanche. Welch a survécu, mais Olivia avançait déjà dans sa vie et sa carrière. La culpabilité allait persister, bien qu'elle en ait rarement parlé publiquement. En 1973, alors qu'elle était en vacances dans le sud de la France, Olivia a rencontré Lee Kramer, un homme d'affaires riche. La romance s'est développée rapidement et Lee est devenu à la fois le petit ami et le manager d'Olivia pendant la majeure partie des années 1970. Cependant, Olivia décrirait plus tard leur relation comme une longue rupture. En 1975, l'Amérique a ouvert grand ses bras. L'album Have You Never Been Mellow a propulsé Olivia directement au numéro 1. En 1974, I Honestly Love You a remporté le Grammy pour l'album de l'année. Un accomplissement majeur. Mais avec le succès est venue une réaction négative. Un segment conservateur de la communauté de la musique country a rejeté cette prétendue outsider. Des figures majeures comme Tammy Wynette et George Jones ont ouvertement objecté, formant même une association séparée en signe de protestation. Sa musique est restée intacte, mais son cœur ne l'était pas. Après une série d'albums, la carrière d'Olivia a commencé à stagner. Elle a poursuivi MCA Records pour compensation injuste et a gagné, bien que sa relation avec l'industrie soit devenue tendue. Puis, le destin est intervenu. En juin 1978, Grease a été présenté en première. Olivia avait initialement refusé le rôle plusieurs fois. Elle avait 28 ans, trop vieille pour jouer une élève de lycée, pensait-elle. Mais John Travolta a fait pression, ils ont fait un essai à l'écran. La chimie était indéniable. Le film n'a pas seulement relancé la carrière d'Olivia, il l'a transformée en icône mondiale. Grease est devenu le film musical le plus rentable de son époque. La bande originale a dominé les charts. Ses duos avec Travolta, You're the One That I Want et Summer Nights, sont devenus certains des singles les plus vendus de tous les temps. Sa performance de Hopelessly Devoted to You a valu une nomination aux Oscars. Plongé dans l'éclat de Grease, le parcours musical d'Olivia a pris une nouvelle direction audacieuse. En 1978, Totally Hot est arrivé, habillé sur la couverture tout en cuir, capitalisant sur sa transformation à la fin de Grease. Le son a changé, plus fort, plus audacieux. Elle a entrepris de grandes tournées internationales à travers les États-Unis, le Japon et l'Europe. Pourtant, Olivia ne s'est jamais laissée enfermer dans une seule image. En 1981, elle a surpris le monde avec Physical. Au départ, la chanson la mettait mal à l'aise. Je pensais que c'était une super chanson, mais ensuite j'ai eu une attaque de panique et j'ai appelé mon manager en disant « Vous ne pouvez pas sortir ça, c'est trop exagéré », a-t-elle déclaré à NPR en 2012. Et il dit qu'il est trop tard.
C'est parti à la radio. Sa solution? Faire la vidéo sur l'exercice. Elle portait un bandeau, des justes au corps et des jambières. La chanson titre a dominé les charts, passant 10 semaines consécutives à la première place en faisant le single le mieux classé de Billboard des années 1980. Elle est devenue un phénomène culturel, déclenchant une frénésie mondiale pour le fitness. Pendant ce temps, la relation d'Olivia avec Lee Kramer avait enfin pris fin. Pendant le tournage du film de fantasy sur rollers de 1980, Xanadu, Olivia, âgée de 30 ans, a rencontré le danseur Matt Lattanzi, âgé de 19 ans. Malgré un écart d'âge de 11 ans, la chimie était instantanée et intense. Olivia a gardé la relation secrète pendant près d'1 an, craignant la réaction du public face à leur différence d'âge, mais Lattanzi a apporté un sentiment de fraîcheur et de vitalité dans sa vie. Il était amateur de plein air, athlétique et soucieux de sa santé d'une manière qui a transformé sa propre approche du bien-être. Au sommet de ce succès éclatant, la vie privée d'Olivia est entrée dans un nouveau chapitre. En décembre 1984, elle a épousé Matt Lattanzi lors d'une cérémonie intime. 2 ans plus tard, en janvier 1986, ils ont accueilli leur fille, Chloé Rose, apportant à Olivia un type de bonheur très différent, calme, profond et profondément instinctif. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle s'est consciemment éloignée des projecteurs, choisissant de placer sa famille au centre de son monde. Une carrière pouvait attendre, mais les moments avec son enfant ne pouvaient jamais être récupérés. Mais la vie permet rarement que la paix dure. En 1992, juste au moment où Olivia se préparait à embrasser pleinement une pause centrée sur la famille, des nouvelles dévastatrices sont arrivées. Elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Le choc a été comme le ciel s'effondrant sur ce qui avait été calme et sûr. Elle a subi une mastectomie partielle et une reconstruction mammaire. Pourtant, Olivia ne s'est pas effondrée. Elle a affronté la maladie avec une remarquable sérénité et détermination, mettant toute sa force dans un long et éprouvant traitement. Alors que son corps luttait contre la maladie, son esprit a subi un autre coup lorsque son père est décédé la même année, une perte profonde qui a aggravé sa douleur. En même temps, son mariage a commencé à se fissurer. Les pressions de la maladie, du chagrin et des priorités changeantes ont lentement érodé ce qui avait été une relation douce et stable. Matt a été soutenant pendant son diagnostic de cancer, mais leurs différences fondamentales n'ont pas pu être réconciliées. La nièce d'Olivia, Toti Goldsmith, a expliqué plus tard « Les gens avec qui elle choisit de se mêler maintenant sont très spirituels. Elle a besoin de trouver son égal. » Le coup final est venu en 1994, lorsque Matt est tombé amoureux de leur babysitter de 23 ans, Cindy Jessup. Lorsqu'Olivia l'a confronté, il a tout avoué et a emménagé avec Cindy. Le couple a divorcé en 1995 après 11 ans de mariage. Matt épouserait Cindy en 1997, bien que ce mariage se soit également terminé par un divorce en 2007. Olivia a plus tard attribué la rupture en partie à son cancer. « Je pense que notre mariage aurait de toute façon pris fin, mais cela s'est produit plutôt à cause du cancer, ce qui était une bonne chose », a-t-elle déclaré au Daily Mail. C'était très douloureux, mais nous n'étions jamais en désaccord l'un avec l'autre. Fidèle à elle-même, Olivia n'a gardé aucune rancune et a maintenu une relation avec Matt pour le bien de leur fille. Olivia est entrée dans la période la plus sombre de sa vie, un endroit où l'éclat de la célébrité ne pouvait plus illuminer le vide intérieur. Il y avait des moments où elle se demandait si la paix qu'elle avait connue pouvait un jour revenir, ou si elle était devenue rien de plus qu'un luxe lointain. Pourtant, c'est précisément dans cette obscurité que la force intérieure d'Olivia s'est révélée le plus clairement. Elle a enduré chaque jour de traitement, chaque nuit épuisante, chaque peur silencieuse. En fin de compte, elle a surmonté la maladie, non par des miracles, mais par un courage indéfectible et le soutien de son oncologue et de sa communauté de bien-être. Peu après son divorce, Olivia a rencontré Patrick McDermott, un caméraman et technicien d'éclairage coréano-américain. Ils ont commencé à sortir ensemble en 1996 et sont restés ensemble par intermittence pendant 9 ans. McDermott semblait soutenant et aimant. En 2004, il est apparu dans l'émission de télévision australienne This Is Your Life, en célébrant Olivia, disant publiquement « Vous êtes vraiment un être humain incroyable et quelqu'un de si spécial pour toute cette planète. Et si nous pouvions tous être un peu comme vous, nous serions tous un peu mieux. Je vous aime de tout mon cœur. » 2 ans après sa guérison du cancer,
Olivia est progressivement revenue à la musique et à la scène, sans bruit, sans spectacle, mais plus stable que jamais. Ses performances dans des projets de Noël et des tournées tout au long des années 1990 ont marqué une période d'équilibre, où Olivia ne poursuivait plus des sommets, mais apprenait à savourer le voyage lui-même. À l'arrivée du nouveau millénaire, sa carrière a atteint un jalon singulier lorsqu'elle a chanté devant le plus grand public de sa vie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney 2000. Ce n'était pas seulement un honneur personnel, mais un moment qui complétait magnifiquement l'arc d'une vie artistique remplie de hauts et de bas. Dans les années qui ont suivi, Olivia a continué à faire des tournées, a sorti l'album Indigo en 2004 en hommage aux voix qui avaient façonné son âme dans son enfance, et a consacré une grande partie de son énergie à des œuvres caritatives, en particulier des efforts pour sensibiliser et soutenir les patients atteints de cancer. Elle a aidé à établir le centre de bien-être et de recherche sur le cancer Olivia Newton-John à l'hôpital Austin, près de Melbourne, en 2012. Pourtant, le destin semblait peu disposé à cesser de la mettre à l'épreuve. Le 30 juin 2005, Patrick McDermott est parti en voyage de pêche nocturne à bord d'un bateau de charter appelé Freedom, au départ de San Pedro, en Californie. Il était un client régulier de ces excursions et avait réservé l'excursion seul. Lorsque le bateau est revenu le lendemain, aucun comptage des passagers n'a été effectué. L'absence de McDermott n'a pas été remarquée avant le 6 juillet lorsqu'il a échoué à assister à un événement familial. Il a été officiellement déclaré disparu le 11 juillet. Le mystère s'est rapidement approfondi. Les effets personnels de McDermott, y compris son portefeuille, son passeport et ses clés de voiture, ont été retrouvés sur le bateau. Sa voiture était toujours garée au port où il l'avait laissée. Certains témoins ont affirmé l'avoir vu régler sa note de bar pour 2 hot dogs et un coca environ 30 minutes avant que le bateau ne fasse escale, mais personne n'a pu confirmer de manière définitive qu'il l'avait vu débarquer. La garde côtière américaine a lancé une enquête qui a conclu en 2008 que McDermott était très probablement perdu en mer. Mais il n'y avait pas de corps, pas de preuves concrètes. Presque immédiatement, des spéculations ont commencé à circuler selon lesquelles McDermott aurait simulé sa propre mort. Il avait déposé le bilan en 2000 et devait plus de 30 000 $ de dettes, y compris 8 000 $ de pension alimentaire rétroactive à son ex-femme, l'actrice Yvette Nippard, avec qui il avait un fils nommé Chance. Certains enquêteurs ont théorisé qu'il avait organisé sa disparition pour échapper à des problèmes financiers et permettre à son fils de toucher une police d'assurance vie de 100 000 $. En 2009, le détective privé Philip Klein a affirmé que McDermott était vivant et vivait au Mexique sous son nom de naissance, Patrick Kim. Au fil des ans, de nombreuses observations présumées ont émergé. En 2016, des enquêteurs ont affirmé l'avoir trouvé vivant avec une petite amie allemande dans la petite ville balnéaire de Sayulita, au Mexique, travaillant comme matelot. En 2017, des photos sont apparues montrant supposément McDermott sur une plage, bien que celle-ci ait été contestée par la suite. En 2018, un homme du Canada s'est manifesté en affirmant que lui et sa femme avaient été identifiés par erreur comme McDermott dans des photos de tabloïds. La recherche s'est poursuivie en vain, laissant Olivia avec une douleur qui n'avait pas de réponse. Au milieu de rumeurs infondées en ligne et de la dureté de la réalité, elle est tombée dans le désespoir, s'appuyant sur des antidépresseurs pendant 3 mois pour l'aider à faire face. Je les ai pris jusqu'à ce que je puisse voir la lumière à nouveau et je ne les ai jamais repris, a-t-elle déclaré au Times en 2013. Je ne voulais pas devenir dépendante d'eux, c'est pourquoi j'ai arrêté. Pourtant, elle n'a jamais complètement laissé tomber l'espoir fragile qu'il pourrait un jour être retrouvé, ou du moins qu'elle pourrait apprendre ce qui s'était réellement passé. Bien sûr, je pense toujours à lui, a-t-elle admis. C'était une période difficile. C'est humain de se poser des questions, mais, vous savez, ce sont les choses de la vie que vous devez accepter et laisser aller. C'est très difficile de vivre avec ça, a-t-elle déclaré à Larry King de CNN en 2006. C'est probablement la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue et j'ai traversé beaucoup de choses. Olivia est ensuite devenue proche de l'ex-femme de McDermott, Yvette Nippard, la qualifiant de personne merveilleuse et maintenant le contact avec le fils de McDermott, Chance. La vie, cependant, continue. En 2006, lors d'un voyage au Pérou, Olivia a renoué avec un homme qu'elle avait rencontré pour la première fois 15 ans plus tôt, John Easterling, fondateur de l'Amazon Herb Company et expert en médecine des plantes de la forêt amazonienne.
Pendant ce voyage, Olivia est tombée malade dans un village reculé et John était resté à ses côtés, prenant soin d'elle. « Je ne pouvais pas l'abandonner dans la jungle », se souvient Easterling. C'était le jour où nous avons commencé à avoir des conversations profondes qui remontaient à des centaines d'années dans notre relation. Ce n'était rien que l'un ou l'autre d'entre nous n'attendait, mais nous étions liés à partir de ce jour. Le 21 juin 2008, Olivia s'est remariée, trouvant compagnie et compréhension en John Easterling. Ils ont tenu 2 cérémonies. D'abord une cérémonie spirituelle Inca au sommet d'une montagne au Pérou, puis 9 jours plus tard, une célébration sur une plage à Jupiter Island, en Floride, avec des amis proches et de la famille. Olivia a déclaré à People Magazine à l'époque qu'elle voulait garder sa relation privée. C'était la seule chose que je pouvais garder privée. C'est comme ça que nous le voulions parce que ma vie est si publique. En 2016, elle a parlé de son amour inattendu. J'ai un peu fréquenté, mais je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui, et puis bam! Easterling, qui se spécialisait dans les plantes médicinales et le cannabis, deviendrait son plus grand soutien dans les années à venir. Il est incroyablement intelligent et compatissant, s'est enthousiasmée Olivia. Il dit oui à tout, il dit oui à la vie. Pourtant, ce dont les gens se souviennent le plus d'Olivia, ce n'est pas seulement de ses choix personnels, mais de la manière dont elle a transformé sa propre douleur en quelque chose de significatif pour les autres. En avril 2008, juste quelques mois avant son mariage, Olivia a entrepris un voyage remarquable, marchant le long de la Grande Muraille de Chine, tous les 128 km, pour collecter des fonds pour le centre de bien-être contre le cancer qu'elle avait fondé. Elle était accompagnée d'amis et de célébrités, dont Sir Cliff Richard, Joan Rivers, Dannii Minogue et Diddy Kong. C'était plus qu'un événement caritatif. C'était une déclaration sur la façon de vivre, que même après avoir été épuisé par la maladie, on peut se relever et aider à guérir les autres. Ce cœur compatissant n'a jamais reposé. En 2010, elle est apparue dans la série télévisée à succès Glee, livrant une performance énergique et nostalgique de Physical. Pour de nombreux jeunes téléspectateurs, c'était la première fois qu'ils reconnaissaient l'attrait intemporel d'une artiste qui avait déjà vécu à travers plusieurs décennies de changements. Olivia n'a jamais poursuivi les tendances. Sa sincérité et sa joie de vivre ont trouvé leur propre chemin dans le cœur du public. Au-delà de la musique et du cinéma, Olivia a choisi un autre chemin, plus silencieux mais plus durable, en inspirant une manière de vivre saine. Elle a publié le livre Live Wise Easy Recipes for a Healthy, Happy Life en 2011, partageant des recettes et une philosophie d'équilibre, puis a fait don de tous les bénéfices à son centre de bien-être contre le cancer. Pour Olivia, la santé ne concernait pas seulement le traitement de la maladie, mais l'apprentissage de vivre avec bienveillance avec son corps et son âme chaque jour. Pourtant, la vie n'a jamais cessé de la mettre à l'épreuve. En mai 2013, Olivia a fait face à un autre coup dévastateur lorsque sa chère sœur aînée Rona, qui avait été mariée à la costard d'Olivia dans Grease, Jeff Conaway, au début des années 1980, est décédée d'une tumeur au cerveau seulement 6 semaines après avoir été diagnostiquée. Olivia a été contrainte de reporter sa résidence à Las Vegas au Flamingo pour faire son deuil. Avant même que ce chagrin puisse se stabiliser, d'autres nouvelles dévastatrices sont arrivées. Plus tard, en 2013, un accident de voiture a révélé une dure vérité. Le cancer du sein qu'Olivia croyait avoir conquis plus de 2 décennies plus tôt s'était propagé à son épaule. Au lieu de l'annoncer immédiatement, elle a choisi le silence non par peur, mais parce qu'elle refusait de laisser la maladie la définir. Pendant de nombreuses années après, Olivia a continué à se produire sur scène, à faire des tournées et à collecter des fonds pour le Cancer Wellness Center, vivant chaque jour comme une affirmation silencieuse que la maladie ne pouvait pas dépouiller sa vie de sens. Ce n'est qu'en septembre 2017 qu'elle a partagé publiquement la nouvelle du retour du cancer, révélant qu'il s'était propagé à son bas du dos. Même alors, son regard positif sur la vie n'a jamais vacillé. « Je ne pense pas à moi comme malade du cancer », a-t-elle déclaré au Guardian. « Je choisis de ne pas le voir comme un combat non plus parce que je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas me battre où que ce soit à l'extérieur ou une guerre réelle à l'intérieur de mon corps. » Dans une interview de 2021, Olivia a exprimé une profonde gratitude pour le soutien de son mari. « Je suis très chanceuse d'être mariée à un homme merveilleux qui est un homme de médecine des plantes et il a une grande connaissance, a-t-elle déclaré à People. Maintenant, il cultive du cannabis médicinal pour moi et cela a été merveilleux. Cela m'aide dans tous les domaines.
Dans les dernières années de sa vie, Olivia a continué à créer, a continué à être honorée pour ses contributions à la musique. Elle a été faite dame commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 2020 et a continué à faire ce qu'elle croyait être le plus important, redonner. Même pendant la pandémie mondiale, alors que sa santé devenait de plus en plus fragile, elle est restée engagée dans la collecte de fonds et restée connectée avec sa communauté et a fermement maintenu sa croyance dans le pouvoir de la générosité. Après plus de 3 décennies de courage inflexible face à la maladie, Olivia Newton-John est décédée paisiblement le 8 août 2022, à l'âge de 73 ans, dans son ranch dans la vallée de Santa Ynez en Californie, entourée de sa famille et de ses amis. Son mari John, sa fille Chloé et ses proches étaient à ses côtés. La cause du décès était un cancer du sein métastatique, une maladie qu'elle avait combattue avec grâce et dignité depuis 1992. Tout au long de sa vie, Olivia était plus qu'une artiste talentueuse ou une figure publique bien aimée. Elle était devenue un témoignage vivant de la résilience humaine, que même lorsqu'on est profondément blessé, on peut encore choisir d'aimer davantage, pas moins. Dans sa déclaration d'adieu, John Easterling a écrit qu'au fond d'elle-même, Olivia était une guérisseuse. C'est là que j'ai reconnu qui elle est. Elle est une guérisseuse. Sa chanson et sa voix sont des médiums de son don de guérison. À travers la musique, à travers les mots et à travers la compassion rendue tangible, elle a touché des millions. Les hommages ont afflué du monde entier. John Travolta a écrit « Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable, je t'aime tellement. Nous te reverrons sur le chemin et nous serons tous ensemble à nouveau. À toi depuis le premier moment où je t'ai vu et pour toujours. Ton Danny, ton John. » Le Premier ministre australien Anthony Albanese et d'innombrables célébrités ont rendu hommage. Melbourne et Sydney ont illuminé leurs monuments en son honneur. Bien que la douleur de la perte demeure, l'amour et la lumière qu'elle a laissés derrière continuent de guider ceux qui restent. Et peut-être que le plus grand héritage d'Olivia ne repose pas dans des récompenses ou des scènes, mais dans la simple croyance qu'elle a donnée au monde, que même dans les moments les plus fragiles de la vie, la gentillesse peut encore prendre racine, et l'espoir, s'il est nourri, trouvera toujours un moyen de perdurer.